Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maxime, donc on est de retour pour la traditionnelle interview de l'adversaire. Donc comme vous le savez, demain, Ligue des Champions au programme et on reçoit du coup l'Athletic Bilbao à Dortmund. Et pour ce faire, j'ai Ruben à mes côtés qui va nous présenter son club et nous détailler toutes les différentes informations. Salut Ruben. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous et puis merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie d'être disponible pour nous, pour moi et pour les fans, surtout pour répondre à mes différentes questions. Il y aura un chat aussi, donc je verrai en fonction si des personnes posent des questions par rapport à un sujet qu'on n'aurait pas abordé. Et puis voilà, bah écoute, on va se lancer dès le début. Je vais te laisser te faire une petite présentation de toi, Ruben, savoir qui tu es, quel âge tu as, pourquoi tu suis l'Athletic Bilbao et surtout depuis quand. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Ruben, j'ai 21 ans, je suis étudiant du coup, supporter de l'Athletic depuis un petit moment maintenant. Je dirais que c'est quoi? Alors, j'arrive pas précisément à le dater, mais disons que ça fait au moins depuis une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années que je suis le club assez quasiment une bonne dizaine d'années assez assidûment. Je sais un choix enfin un choix en tout cas, on va dire, un club à supporter qui interpelle souvent. Surtout que moi, pour préciser, j'ai vraiment aucune attache avec le Pays Basque, ni avec Bilbao, ni avec quoi que ce soit. Je suis pas du tout de la région. Je dirais que c'est venu un peu au départ par admiration, d'abord de manière assez lointaine extérieure, mais pour ce que le club faisait, le fait d'évoluer comme ça de saison en saison, même de décennie en décennie, en se maintenant en première division, avec des joueurs de la région ou avec des joueurs qui étaient formés au club. Je crois que c'est quelque chose qui m'a d'abord beaucoup intéressé et beaucoup impressionné. Et puis, je dirais que d'un suivi qui était un petit peu ponctuel, on va dire, c'est devenu petit à petit un vrai amour pour le club et pour ce qu'il représente, pour ses joueurs, pour ses valeurs, pour l'identité qu'il y a derrière. Et ça, je dirais que c'est depuis une petite dizaine d'années au moins, en tout cas, que c'est arrivé. En tout cas, on va dire sur le second mandat d'Ernesto Valverde, qui était il y a à peu près plus ou moins une dizaine d'années, si on revient à peu près dans cette époque-là. Donc voilà, quelque chose qui est venu un peu comme ça. C'est vrai que je me l'explique jamais trop, même aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup ce que le club dégageait qui m'a intéressé, qui petit à petit m'a fait tomber amoureux de ce club que maintenant je connais bien et qui me fait plaisir des fois, qui m'agace aussi d'autres fois, mais ça c'est valable pour un peu tout le monde, je pense. Ouais, c'est clair. On a nos hauts et nos bas dans chaque club. Tout C'est à vrai qu'on fait. avait, avec les chroniqueurs, quand on fait l'émission, on avait un peu pronostiqué, savoir si on allait avoir quelqu'un du Pays Basque ou pas. Et bah, finalement, tu as répondu à notre question. Donc, mais en tout cas, bah, ça fait plaisir déjà cette petite présentation. On va partir sur le club, du coup, l'Athletic Bilbao. Je vais te laisser Ouais. nous le présenter, on va dire, depuis sa création à maintenant, les dates phares et puis surtout ce qui s'est passé dans ce club, si même tu as des petites anecdotes. Et je pense que tu nous diras également que c'est un club assez spécifique parce que tout le monde ne peut pas y jouer et les joueurs sont assez localisés, Tout à fait. local. Donc, bah, je te laisse nous présenter du coup l'Athletic Bilbao. Très bien, c'est un club qui a été fondé donc en 1898, donc qui a fêté ses 125 ans il y a 2 ans. Il y avait eu de très beaux événements d'ailleurs à l'occasion. C'est un club qui, pour situer un petit peu dans le contexte historique, a été créé notamment par les marins anglais qui étaient du coup très proches de la côte basque au niveau d'abord des échanges commerciaux comme on le sait, le football vient d'Angleterre et qui ont petit à petit ont importé, on va dire, le football au Pays Basque et qui ont donc fondé l'Athletic Club du coup 1898. Ça a été l'Athletic toujours un club, on va dire, qui a été un peu l'emblème du Pays Basque, qui était un peu l'étendard, même si c'est vrai qu'avec avec le temps, il y a eu
la Real Sociedad aussi qui s'est ajoutée, et puis Osasuna, même si Osasuna est en Navarre, c'est la région juste à côté du Pays Basque, mais qui est voisine. Donc ça a longtemps, donc je le disais, était l'étendard, un peu la vitrine du Pays Basque, du football basque. Et c'est un club qui a eu très vite beaucoup de succès dès le début du XXe siècle, que ça soit aussi bien au niveau des Coupes d'Espagne, Coupe du Roi aussi, comme c'est appelé plus traditionnellement, et même au niveau du championnat, parce que c'est un club qui, on va dire, a été très longtemps dans le haut du panier, le haut du tableau, avec les deux grands rivaux que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est un club, du coup, je le disais, qui a très rapidement gagné. Et on va dire que cette appartenance que les supporters aussi peuvent ressentir aujourd'hui, ça revient aussi beaucoup dans le fait que le club, comme je le disais en introduction, et comme tu l'as très bien dit juste avant, est un club très, très spécifique. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, c'est à peu près tous les clubs, parce que le football était bien sûr pas aussi mondialisé qu'aujourd'hui, mais ça, je pense pas l'apprendre à qui que ce soit. Les clubs jouaient beaucoup avec des joueurs qui étaient évidemment locaux, qui étaient de la région, des villes voisines, de la région voisine à la limite. Et donc au début, c'est vrai que jouer avec des joueurs de sa région, c'était quelque chose d'assez normal. Le football mondialisé, c'est venu beaucoup plus tard. Et l'Athletic, du coup, n'a jamais du tout perdu cette tradition. Mais ça, je vais y revenir après. Mais en tout cas, c'est ici qu'on va dire, c'est dans ce début du XXe siècle qu'est née un peu l'identité locale, ce qui a un peu forgé la culture de la formation, la culture du football basque. Et c'est un club, je le dirais, qui a vécu, ouais, on va dire 30-40 belles années. Vraiment, le début du XXe siècle était un moment très prolifique pour le club qui a beaucoup gagné des Ligas, notamment et des Coupes d'Espagne. C'est le deuxième club d'ailleurs aujourd'hui en Espagne qui a le plus de Copa derrière le Real Madrid. Et comment dire, et je dirais que malheureusement cette bonne on dirait cette bonne forme, même si c'est plus qu'une forme, puisqu'elle s'étale quand même sur quasiment un demi-siècle, elle a pris du plomb dans l'aile avec l'arrivée de Franco. Donc là, c'est plus au moment de la guerre civile, donc à partir de 1636-1639, pour situer un petit peu. Et Franco, donc, qui était au pouvoir de 39 jusqu'à 75 ensuite, qui, je ne sais pas si tout le monde le sait, donc c'est pour ça que je le rappelle ici un peu, mais qui était quelqu'un qui a installé un régime comme autoritaire en Espagne, très, très nationaliste, qui était donc beaucoup centré sur Madrid, sur les symboles espagnols. Et il y a eu donc une volonté, que ce soit pour la Catalogne, pardon, le Pays Basque, mais même aussi toutes les autres provinces comme Valence et Galice qui ont des velléités un peu indépendantistes, ou en tout cas une forte identité locale. On a cherché très vite un peu à effacer tout ça. Et le club a beaucoup pâti de tout ça. Il y a eu le nom du club qui a changé, qui a été renommé en Atlético Bilbao, qui n'est pas la même chose que Athletic Bilbao, qui pour le coup, c'est plutôt un nom britannique, comme je le disais, lié notamment à la fondation du club. Et donc, durant cette période, c'est vrai que ça a été un peu les années 40, les années 50, les dernières années un peu dorées où le club a beaucoup gagné. Et à partir des fins des années 50, début des années 60, voilà, on va dire toutes les roues, tous les bâtons pardon, qui ont été mis un peu dans les roues du club ont freiné les succès, ont freiné aussi beaucoup de joueurs à venir s'installer au Pays Basque, et même le club a aussi eu beaucoup de contraintes. Et puis je dirais que voilà aussi le coach était difficile à reprendre, parce que quand Franco meurt en 75, petit à petit les choses reviennent plus ou moins à la normale, mais c'est vrai que le monde a beaucoup changé, le football a évolué aussi. Et donc l'Athletic, c'est un club du coup qui a fait le choix de rester dans cette tradition de jouer avec des joueurs locaux, et ce qui explique pourquoi aussi il y a eu aussi peut-être on va dire je vais pas dire un déclin, parce que ce serait pas forcément le bon mot, mais en tout cas une difficulté plus grande à gagner des titres, là où justement d'autres clubs quasiment tous les autres clubs ont fait le choix de jouer avec des joueurs d'autres pays, de pays voisins, et même après plus tard du monde entier. Le club, voilà, c'est vraiment resté beaucoup basé sur cette identité, cette tradition.
et perdure jusqu'à aujourd'hui. Ça fait mine de rien 127 ans en première division, ça fait quand même 8 titres de Liga, il y a eu 25 Coupes d'Espagne, ce qui est quand même pas mal. Il y a aussi 3 Super Coupes d'Espagne, même si c'est vrai que c'est un trophée qui est peut-être un peu plus au second plan, mais qui est quand même important. Donc voilà un peu comment je pourrais présenter le club. Il y a évidemment le stade San Mamés qui est extrêmement connu, qui date de 2013, qui a été construit sur les ruines de l'ancien stade San Mamés Barria, qui était là qui a été créé justement en 1913. Et donc le nouveau San Mamés, celui qu'on connaît aujourd'hui, a été créé en 2013 pour le centenaire justement du premier San Mamés, et donc a été construit sur les ruines de l'ancien. Donc voilà, et puis je voulais quand même dire un mot aussi sur ce qu'on disait sur le recrutement, on va dire, ou du moins les joueurs qui jouent. L'Athletic, du coup, à la politique, on va dire, la politique c'est quand même élargi au fil du temps, mais c'est donc les joueurs qui sont nés d'abord au Pays Basque, bien sûr, et petit à petit, on a aussi un peu, on va dire, élargi aux joueurs qui ont été qui ont été formés dans un club basque. Et puis après, on l'a élargi également à la Navarre, qui, je le disais, est la région voisine, mais qui, voilà, culturellement, c'est Pampelune, pour situer la ville principale, où la culture basque est aussi très présente. C'est grosso modo 2 régions qui se complètent beaucoup. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, le fait est que ce sont les joueurs qui sont nés au Pays Basque ou formés au Pays Basque ou en Navarre, en tout cas, ou nés en Navarre d'ailleurs aussi, qui peuvent jouer au club. Et voilà un peu ce que je pourrais dire. Il y aurait énormément de choses à dire, mais en tout cas, c'est pour l'essentiel, en tout cas. Et Pour les comme grandes lignes, ouais. c'est ça, le club est quand même aujourd'hui, c'est vrai, peut-être vu un peu plus comme un club un peu plus en retrait aujourd'hui, mais c'est un club qui est quand même toujours beaucoup respecté, et qui voilà, a beaucoup influencé aussi l'histoire du football espagnol. Ça serait très long à expliquer, mais il y a franchement énormément de choses à dire, et le club, en tout cas, reste toujours considéré aujourd'hui comme un des grands clubs d'Espagne, même si c'est vrai qu'il y a des périodes parfois plus difficiles, en tout cas. Ouais, carrément. Bah, écoute, c'est une très belle présentation déjà du club. Bravo à toi. Pour juste un peu compléter, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est 8 titres de Liga, c'est vrai, dont le Ouais, dernier tout à fait. en 1984. Donc ça C'est ça. commence à faire un peu loin. Tu l'as dit tout à l'heure, la Coupe du Roi avec 24, c'est ça? Alors oui, c'est vrai que c'est le grand débat. Moi, j'ai C'est dit ça. 25 parce que il y a un petit débat. Effectivement, la toute première Coupe d'Espagne, 1902, euh, n'est pas vraiment reconnue comme un titre gagné parce que les circonstances étaient un peu particulières. Donc, les supporters et le club ont tendance à dire 25, mais c'est vrai Mm. qu'officiellement, c'est considéré comme 24 en tout cas. Mais la dernière, effectivement, oui, en 2024, l'année dernière, qui arrivait justement 40 ans après la dernière, qui était aussi en 1984, juste après. C'est ça, j'ai dit 24 parce que je sais que j'avais vu les deux et je me dis si je pense que je lui dis C'est ça. 24, il me dira 25. Si c'était un supporter un bon supporter de l'Athletic Bilbao, donc très bonne réponse. Et j'ai vu aussi 3 super Coupes d'Espagne, dont la C'est dernière ça, en 2021. Ok. tout à fait. Un club aussi qui a jamais été relégué en seconde Non. division. Donc, vous êtes à la même hauteur que le Real Madrid et Barcelone. Et le premier Français qui a joué dans votre club, un joueur qu'on connaît en équipe de France et maintenant qu'on voit aussi en tant que sur TF1 pour les matchs de l'équipe des France, c'est Bichette Mm. Lizarazu, c'est ça? Tout à fait. Ça a été le premier. Il y en a d'autres qui sont succédés. Le dernier en date, bon, qui est Aymeric Laporte, Mm. qui est revenu bah, là, enfin, je vais dire cet été, c'est un peu plus tard que cet été, mais en tout cas, c'est ça, Lizarazu pour le premier. Le premier, ouais, c'est ce que j'avais vu. Après, j'avais vu une petite anecdote sur votre club, comme quoi le maillot, donc du coup en rayures blanche et rouge, serait un petit hommage. Donc, comme tu l'as dit, c'était à des Anglais par rapport au club de Sunderland et Southampton. Tout à C'est fait. vrai cette rumeur ou c'est sans plus? Ouais, si, bah, tout à fait. Alors, c'est en tout cas ce qui est communément admis. C'est vrai qu'il y a en tout cas eu une volonté à l'époque, oui, enfin, avec le temps, petit à petit, voilà, de vraiment se souvenir des origines, des racines, et se souvenir que voilà, le club a été créé par des Anglais. C'est vrai que le nom même de Athletic sonne pas espagnol ni basque du tout. C'est un nom vraiment très
très anglophone. Et donc, oui, si, c'est directement, on va dire, un hommage ou une manière de se souvenir un peu voilà, d'où est né le club également. D'accord, ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait une belle présentation déjà dans un premier temps du club. J'ai quelques petits messages voilà, qui disent des petits coucous. Donc on a Vincent, on a Mathéo et on a aussi Franck. Donc Franck, pour te le présenter, c'est notre mentor de Dortmund qui suit depuis 1989, donc le plus ancien D'accord, des nôtres, qui me dit Egun on Ruben, c'est du basque Maxime qui veut dire bonjour d'après Google. Donc, tout à fait. C'est ça. en tout cas, ouais, en tout cas, il dit que tu maîtrises ton sujet. Bravo à toi et ça fait plaisir d'entendre un passionné du club de Bilbao. Donc, voilà, un petit message Merci de beaucoup. soutien pour toi. On va partir sur le troisième sujet, du coup, le coach. Donc Ernesto Valverde, donc c'est avec lui que apparemment tu as commencé à suivre le club. Pour revenir un peu avant, vous avez quand même des coachs qui sont passés chez vous avec des beaux noms quand même. Donc bon, on a un Allemand avec Jupp Heynckes, Luis Hernandez et Marcelo Bielsa, juste pour les citer. On va plus rester sur l'entraîneur actuel, sinon on risque d'en passer la soirée sur tous les entraîneurs. Un entraîneur du coup qui revient pour la 4e fois chez vous. Tu peux nous le présenter, Ernesto Valverde? Ouais, bah bien sûr, alors moi, c'est un entraîneur qui, à titre personnel, j'apprécie énormément, qui, bah, quand même, voilà, est statistiquement parlant, qui est l'entraîneur qui a les meilleurs résultats dans l'histoire du club. Donc, on parle pas de n'importe qui, effectivement. C'est quelqu'un, moi, qui m'impressionne beaucoup parce que voilà, effectivement, tu l'as dit, s'il n'en est pas, c'est son premier essai au club. On sait souvent que bah, des fois, les secondes fois, les troisièmes fois ne sont pas toujours les meilleures. Et c'est vrai, bon, sa période 2013-2017, qui était la seconde, a été très prolifique. La première, peut-être un peu plus en 2015, mais qui était tout début des années 2000. Donc il y a un entraîneur effectivement qui est revenu en 2022, qui est un entraîneur, je dirais, qui se base beaucoup sur l'organisation de son équipe, c'est-à-dire qu'il aime que son équipe soit stable. C'est vrai que si vous faites attention au niveau du jeu, c'est quelqu'un qui est, je ne vais pas dire qui est pas obsédé, mais qui en tout cas qui est très rigoureux sur l'alignement, notamment des joueurs, qui se caractérise beaucoup par la solidité défensive. C'est vrai que l'Atlético a depuis longtemps maintenant un peu cette réputation d'équipe qui défend bien. Et ça se voit statistiquement, mais particulièrement sur Ernesto Valverde qui vraiment crée des défenses qui sont assez impressionnantes. J'ai plus le chiffre en tête exactement, mais la saison dernière, je sais que l'Atlético a été la meilleure défense de Liga. Je crois que c'était avec un peu d'une trentaine de buts. J'ai pas le chiffre en tête également. Mais en tout cas, c'est voilà, un entraîneur qui se base beaucoup sur la solidité défensive et qui, à partir de là, joue beaucoup en transition rapide. C'est voilà, aussi prêté, mais c'est vraiment quelqu'un qui joue ça, qui se sert beaucoup des ailiers et qui donne une importance au milieu de terrain aussi, dans le sens où c'est vraiment la jonction entre tous je vais dire tous les secteurs, on va dire, un peu du terrain. Les pivots, en tout cas, ont vraiment une importance particulière. Et en tout cas, c'est vrai que ça le caractérise beaucoup, c'est effectivement ce jeu rapide, rapidement porter les vers l'avant. Ah, ça coupe un peu de temps en temps, Ruben, on t'entend plus. Ah, je pense que j'ai perdu mon ami. Moi, oui, voilà. J'ai perdu mon ami Ruben, effectivement. Deux émissions où, où ce week-end, ça a bugué aussi. Et là, cette fois-ci, Ruben va nous rejoindre. Ruben, tu Oui, nous entends? tout à fait. Ouais. J'ai une petite coupure, Ouais. je crois que c'était de mon Ouais, côté. ça a coupé un peu. On commençait à t'entendre un peu haché et du coup, je t'ai vu partir. Mais voilà, t'es parmi Ok, nous, c'est parfait. bien nickel. Bon, ça devrait plus se reproduire. Je me suis mis en partage de co, ça devrait être bon. Ok. Et donc, oui, je disais, c'est voilà, quelqu'un vraiment qui aime beaucoup attendre les équipes derrière avec un
très solide. Et après, un peu exploser en repartant voilà, rapidement sur les ailes avec des transitions très rapides. Et ça, c'est vraiment ce qui a bien marché beaucoup, notamment ces 2 dernières saisons. Peut-être un peu moins cette année, je trouve, mais en tout cas, c'est vraiment voilà, quelque chose qui le caractérise beaucoup. Et puis après, voilà, Ernesto Valverde, je sais que les supporters barcelonais avec qui voilà, j'échange souvent ont été très critiques avec lui, mais c'est quelqu'un voilà, qui je sais que ce constat n'est pas forcément à l'unanimité partout aujourd'hui, mais qui est vraiment quelqu'un qui cherche avant tout la cohésion du vestiaire, du collectif, l'intégration aussi des jeunes, notamment issus de la formation, parce que c'est très important. Du coup, Athletic, le centre de formation, ça reste quand même un des meilleurs d'Europe, enfin d'Espagne et d'Europe par extension. Et donc voilà un peu comment je pourrais le caractériser. C'est quelqu'un qui, effectivement, sait faire répondre son équipe de manière efficace, on va dire, dans les grands rendez-vous. Et puis, il y a peut-être parfois, moi, c'est le grand bémol, en tout cas, que je vois depuis qu'il est revenu, c'est parfois la gestion du match qui n'est pas forcément bonne. C'est-à-dire que certains changements qui sont, je ne vais pas dire approximatifs, mais qui ne sont pas toujours compris. Et effectivement, c'est vraiment ce qui nous a coûté des points, peut-être moins la saison dernière, en tout cas, mais sur les 2 premières. Et cette saison, c'est un peu en demi-teinte aussi, mais le fait voilà, de faire certains changements qui, parfois, viennent un peu briser la dynamique, justement, de l'équipe qui pourtant fait un bon match. Et vraiment, la gestion des matchs a été un peu son gros bémol. C'est quelque chose voilà, qui a toujours été un peu présent avec Hans Valverde, mais de manière générale, voilà, c'est un excellent entraîneur qui est de la maison, en plus, qui connaît bien le club, qui a joué, qui a été entraîneur de l'équipe B, entraîneur de l'équipe première. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un qui partage aussi les valeurs et la culture du club, parce que c'est vrai que le défi quand on entraîne l'athlétique, et c'est aussi pour ça que ça a été difficile pour beaucoup de coachs, c'est vraiment aussi de comprendre le club à l'intérieur, parce que ça change aussi beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, voilà un peu comment je pourrais le présenter. Ok, bah écoute, très belle présentation. Au niveau de la compo et du style de jeu, on est sur un 4-2-3-1 avec lui, c'est ça? 4-2-3-1, c'est ça. C'est quelque Ok. chose qui n'a jamais trop changé, quels que soient les joueurs, les époques. Avec un Solaire, c'est beaucoup 4-2-3-1, très souvent. Ouais. D'accord. Ok, bah écoute, belle présentation de Ernesto Valverde qui, au final, n'a joué que dans deux championnats, c'est ça, en Espagne et en Grèce. Il n'a jamais fait d'autres Mm. championnats actuellement. Ok, on va partir sur la quatrième question, du coup, qui est l'effectif. Si déjà tu aurais un nom à citer en joueur emblématique à l'Athletic Bilbao, ça serait qui pour toi? Moi, j'en ai un que je sors depuis plusieurs saisons, mais qui me donne raison, donc je vais continuer de le faire. C'est Oyan Sanset, que vous connaissez peut-être, qui milieu offensif, qui est formé au club pour le coup, qui a émergé dans l'effectif depuis 4-5 ans, on va dire, à peu près 4 ans peut-être plutôt, et en tout cas dans le post-Covid. Et c'est un joueur qui s'est vraiment imposé, qui est quelqu'un qui est très robuste, qui a une technique parfois qui est peut-être, je dirais parfois pas forcément limitée, mais qui est un peu, on va dire, quelque chose qu'on peut rapidement anticiper. Mais en même temps, le fait qu'il ait cette capacité justement à se retourner vite et à jouer vite vers l'avant, et à conserver le ballon, si ça c'est quelque chose d'impressionnant sur sa conservation de balle, fait que c'est un joueur quand même qui est très difficile sur lequel c'est très difficile de défendre. C'est vraiment celui qui va mettre les ballons dans les bons espaces, qui va faire les passes en profondeur qu'il faut, et qui en plus de ça et la saison dernière notamment, est un quelqu'un qui peut se convertir vraiment, je ne vais pas dire en avant-centre parce que c'est pas son profil, mais quelqu'un qui est vraiment capable d'être chirurgical face au cage. Et c'est quelqu'un qui ouais, est en pleine progression, qui est peut-être un peu moins efficace cette saison, mais ça, je vais y revenir rapidement après. C'est un peu quelque chose d'applicable à l'ensemble de l'effectif. Mais Oyan Sunset, ouais, qui est vraiment le joueur à suivre. Voilà, on parle beaucoup de Nico Williams, Inaki Williams, qui sont aussi des très bons joueurs, mais moi je trouve qu'Oyan Sunset, c'est vraiment le milieu offensif, en tout cas, qu'il nous faut, et enfin qu'il nous fallait en tout cas, qui a un profil vraiment assez impressionnant. Ouais. D'accord, ok. On va partir maintenant un peu sur les joueurs actuels. Euh, j'ai vu que bon, vous êtes sur un effectif de 27 joueurs pour jouer 3 compétitions, donc un effectif basique. Un âge moyen de 26,9 ans, donc une équipe quand même mature qui a Ouais. aussi bien des jeunes que des joueurs expérimentés.
Bon, au niveau des joueurs étrangers, bon, bah, vu la coutume qui est votre club, il y en a très, très peu. J'ai vu qu'il y avait à peine 3 joueurs, je crois, donc 11% de votre effectif. Et sur une estimation d'équipe donc, qui vient de Transfer Market de 380 millions, dont Nico Williams, Oui. qui est votre joueur le plus cher monétaire actuel. Si tu devais nous décrire un peu cette équipe et nous donner ton avis, comment tu pourrais nous la décrire? C'est une équipe qui je dirais qui est complète à peu près à tous les postes. Mais c'est vrai que je vais d'abord faire le positif, qui est une équipe qui est plutôt complète, qui a des profils très différents. Le petit bémol, c'est peut-être effectivement que voilà, malgré l'âge un peu plus élevé que peuvent avoir certains, c'est une équipe qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, notamment en Coupe d'Europe. Beaucoup de joueurs ont joué, quasiment d'ailleurs même tous les joueurs qui ont joué contre Arsenal à la première journée c'était leur premier match de Ligue des Champions. Donc c'est une équipe comme qui a beaucoup à apprendre, mais l'avantage c'est que c'est un effectif qui est vraiment soudé. C'est une équipe qui voilà, ce sont des joueurs qui pour beaucoup se connaissent depuis des années, voire depuis le centre de formation. Et ça change vraiment beaucoup de choses parce que le collectif est vraiment uni, avance dans la même direction. Donc ça c'est pour le côté un peu vestiaire. De manière générale, ouais, je veux dire, c'est une équipe qui est très complète au niveau défensif. On sent qu'il y a des profils qu'il faut. Au milieu de terrain, c'est pareil. Voilà, il y a vraiment des joueurs qui sont capables d'apporter un soutien défensif ou même justement à l'inverse de faire en sorte que l'équipe soit plus rapide devant. Les ailiers, bon voilà, que ce soit Iñaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, ce sont voilà, de très bons joueurs. Le gros bémol, à mon sens, et ça c'est pas faute de le redire chaque saison, mais c'est vrai que c'est une problématique difficile à solutionner, c'est l'avant-centre. Et les résultats d'ailleurs du mois d'août, du mois de septembre en témoignent pour ceux qui ont un peu suivi nos résultats. C'est qu'on a du mal, en particulier depuis que Harit Sadouris, qui est parti il y a quelques saisons maintenant et surtout qui a, on va dire, a quitté le 11 titulaire depuis un bon moment maintenant. Depuis qu'il est plus là, en tout cas concrètement, il n'y a pas vraiment d'avant-centre dans cette équipe et c'est le gros défaut parce qu'en fait l'équipe a vraiment énormément de situations, vraiment énormément d'occasions, mais ce qui manque depuis trop longtemps maintenant, c'est un buteur qui est capable de définir ses actions et ça voilà, c'est le gros défaut, en tout cas de l'équipe, mais dans l'ensemble, c'est une équipe voilà, vraiment très complète et qui a des profils très différents, comme je le disais. Le seul souci, mais qui n'est pas des moindres, c'est quand même qu'on a une équipe, et ça c'est pour moi plus lié au staff technique, donc je n'ai pas mis à tarder, mais vraiment qui se blesse trop souvent. Voilà, depuis l'année dernière, c'est effectivement le rythme de l'Europe qui s'est rajouté, qui n'était pas là avant. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui se blesse beaucoup, avec des joueurs qui se blessent beaucoup, et notamment ce mois-ci, on a beaucoup souffert en tout cas. Donc c'est vraiment le gros défaut, le staff médical aussi, qui est pas exemple de tout reproche sur tout ça. Et c'est dommage parce que voilà, c'est une équipe comme je le dis, vraiment a de quoi faire de très belles choses. D'accord. Bon, t'inquiète pas, t'es à la bonne école ici. Dortmund, c'est la même chose avec l'infirmerie. Chaque saison, on a nos hauts et nos bas. Donc, au niveau du mercato, donc un mercato quand même assez calme de votre côté, avec 2 arrivées, j'ai vu en transfert pur. Jesus Ares, je ne sais pas si on dit bien comme ça, mais un Ouais, arrière droit. c'est ça. C'est ça. Et puis après, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, le français espagnol, je crois que maintenant qui est Aymeric Laporte, défenseur central, qui est votre gros coup du mercato. Au niveau des départs, j'ai vu que des prêts, c'est ça, il n'y a pas eu de gros départs en vue. Non, il y a pas eu de vente particulière. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont partis en fin de contrat ou ce genre de choses. Mais sinon, non, ce sont les deux transferts principaux. Il y a juste eu aussi également, pas forcément très connu, mais qui est un joueur plutôt intéressant, je trouve, sur ce début de saison, qui était à la Real Sociedad avant, qui arrivait gratuitement. C'est Robert Navarro, qui est aussi un ailier, qui, on va dire, fait qu'il y a eu 3 transferts principaux, enfin 3 recrues principales cette saison, même si bien sûr, voilà, la plus attendue était quand même Aymeric Laporte et Jesus Areso qui revient au club, qui était parti il y a quelques saisons à Osasuna et qui revient donc D'accord. cette année. Ok, bah écoute, on a fait un beau tour déjà de l'effectif. On va partir sur la 5e question, qui est un petit retour sur la saison dernière avec
On va la découper en deux. On va commencer par la Liga et on finira par l'Europe. Donc, au niveau de la Liga, vous finissez donc quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions. J'avais regardé un peu la courbe. Au final, depuis la journée 6, vous étiez déjà sur la sixième, cinquième place et après, vous êtes resté sur une place quatrième, quasiment la moitié de la saison. Comment tu l'as vécu cette saison de l'Athletic Bilbao l'année dernière? Je dirais que c'était une saison qui était plutôt bonne, honnêtement, parce que c'était quand même retour en Ligue des Champions. C'était la première fois depuis, enfin, la qualification en Ligue des Champions, la première fois depuis 10 ans, ce qui est quand même pas rien. Tu l'as dit, l'équipe a été pour le coup très rapidement au tableau et s'en est maintenue si maintenue. Donc, ça, c'est vraiment le gros point. L'équipe a aussi surtout beaucoup assuré à l'extérieur. Parce qu'elle avait voilà, un peu comme tradition d'être très bonne à domicile et un peu plus en difficulté à l'extérieur. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé l'année dernière, dans le sens que l'équipe à l'extérieur a vraiment joué son football et a su vraiment faire de très bonnes choses. Euh, le défaut, ce qui me fait dire que la saison était bonne et pas forcément excellente, même si c'est vrai que c'est un constat qui peut paraître dur et qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, c'est que on a eu chaud quand même sur la fin de saison parce que bon, alors la cinquième place c'était quand même qualificatif parce qu'il y a effectivement ce que l'UEFA a mis en place depuis quelques saisons avec le fait que les pays qui ont le meilleur coefficient ont en tout cas une place supplémentaire en Ligue des Champions. Donc, même en finissant cinquième, l'Athletic aurait été en C1. Mais c'est vrai qu'il y a eu sur la fin de saison beaucoup de points qui ont été perdus un peu bêtement. Et au final, on finit, si je ne dis pas de bêtises, quatrième, égalité de points avec Villarreal à 70 points, qui est cinquième normalement. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, il me semble que c'est ça. Et la fin de saison Ouais. a juste montré justement que l'équipe avait parfois peut-être ce défaut, une fois que les choses paraissaient un peu trop figées, justement, de se relâcher un peu. Et ça, c'est un défaut depuis quelques saisons qui, bon, n'a pas vraiment coûté en particulier la saison dernière parce que la saison a été bonne et le job a été fait. Mais c'est vrai qu'on a vu effectivement qu'on avait comme un Atletico qui était loin d'être exceptionnel l'année dernière et qu'en même temps on voyait Villarreal qui de journée en journée à la fin grattait des points alors que c'est vrai, normalement ils avaient une bonne dizaine de points de retard. Il y a une petite frustration de ne pas forcément jouer le podium et de finir quatrième, un peu de justesse. Mais voilà, ça, je dirais que là, c'est quelque chose que, quand on fait le bilan de la saison, on ne retient pas d'abord parce que voilà, l'objectif c'était le retour en C1 et il a été fait. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une fin de saison tout cas, qui a été difficile. Et le dernier match, d'ailleurs, la défaite 3-0 contre le Barça à San Mamés, voilà, le Barça était au-dessus, ça, il n'y avait pas de souci, mais il y a eu comme aussi voilà, cette idée de se relâcher un peu. C'est vrai que c'est dommage parce que les saisons pourraient aussi être bien finies, mais dans l'ensemble, c'était une saison vraiment très bonne. 70 points, c'était voilà, une des meilleures saisons que l'Athletic ait fait en Ligue 1 en tout cas. Et puis, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne directement sur l'Europe. Vas-y, tu peux enchaîner. Au pire, je compléterai en fonction avec l'Europe mes petites questions, mais vas-y, je t'en prie. Très bien. Ouais, l'Europe, pour le coup, ça a été vraiment c'est pareil, vraiment une super surprise parce que l'équipe n'avait pas joué la Ligue Europa quand même depuis, enfin, pas joué un seul match de Ligue Europa depuis 2018. Donc ça faisait quand même 6 ans qu'il n'y avait pas eu de Coupe d'Europe, cette saison si on compte en termes de saison. Quand même une demi-finale d'Europa League, ce qui était loin d'être mauvaise. Je trouve qu'on a eu un parcours comme qui était relativement difficile. Mais franchement, l'équipe a extrêmement bien géré la phase de Ligue, deuxième place derrière la Lazio. Ensuite, les matchs qui ont été disputés, soit contre la Roma, qui était quand même un des favoris de la compétition, contre les Rangers, et je sais qu'il m'en manque un, que j'arrive plus à retrouver. Et même après, voilà, contre Manchester United, où là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu une vraie déception parce que Manchester United, voilà, tout le monde sait que la saison dernière de Manchester United était quand même loin d'être impressionnante. Et au final, c'est vrai que sur la double confrontation, quand même, il y a 7-1. Alors, c'est vrai que l'arbitrage, effectivement, du match aller a peut-être conditionné un peu certaines choses parce qu'il y a un carton rouge
peut-être un peu exagéré et puis qui conditionne quand même, mine de rien, le premier match et puis le second. Mais c'est vrai que, effectivement, l'élimination contre United avait fait mal parce que dans le jeu, évidemment, la défaite est méritée. On peut pas perdre 7-1 et dire et que c'est pas mérité. Mais c'est vrai qu'on sentait que c'était une équipe voilà, qui n'était pas impressionnante en face et qui aurait eu vraiment possibilité de faire quelque chose. Voilà, sachant que c'était en plus Tottenham en finale, qui n'était pareil pas un grand Tottenham non plus du tout. Donc voilà, il y avait comme mieux ce petit regret de ne pas faire un peu mieux, sachant qu'en plus la finale se jouait à San Mamés, ce qui était quand même Ouais. vraiment l'objectif du début de saison. C'était vraiment il y avait eu dans la fanbase, au niveau des supporters, beaucoup au début, beaucoup de blagues sur le fait qu'on pouvait gagner cette Ligue Europa. Et puis au final, quand on a vu que voilà, on gravissait les étapes petit à petit, et que l'équipe surtout avait de très bons résultats, c'est vraiment quelque chose qui est devenu une possibilité sérieuse. Mais voilà, il y a eu en tout cas cette élimination assez difficile contre United, mais qui vraiment enlève rien à la saison dernière, qui a été vraiment excellente parce que on jouait sur deux tableaux. Et ça, pour le coup, c'était quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Même si voilà, il y avait aussi la Coupe d'Espagne la saison d'avant qui avait été un très bon parcours avec la victoire en 2024. Mais c'est vrai que jouer effectivement et le championnat et la Coupe d'Europe, c'est quelque chose que l'Atlético ne faisait plus depuis 6 ans, je disais. Et pareil, voilà, il faut se rappeler qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont très jeunes, qui sont très nouveaux et qui n'avaient pas justement cette habitude aussi de jouer sur un double calendrier. Donc voilà, compte tenu de tout ça, vraiment, c'était une saison excellente et ça a été clairement une des meilleures saisons du club depuis très très longtemps. Ouais. Bah écoute, tu m'as répondu à toutes mes petites questions que je m'étais mises. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage d'avoir loupé cette finale chez vous et d'avoir cette occasion de la vivre. Mais bon, après, c'est partie remise peut-être pour une prochaine année. Au niveau de la Coupe du Roi, vous êtes éliminé en huitième de finale contre Oui. Osasuna. Donc peut-être, voilà, après c'est vrai que c'est difficile de jouer sur les différents tableaux, comme tu disais, si vous n'avez pas l'habitude en plus. Donc l'enchaînement de matchs peut aussi être un peu compliqué pour le club. Bon, vous avez vu le soleil briller durant toute une saison. Là, on va partir un peu plus dans le Ouais. côté nuageux et sombre. On va partir sur votre début de saison donc de 2025-2026. Donc pareil, on va rediviser en deux. On va partir dans un premier temps la Liga et puis bah, je te laisserai enchaîner sur l'Europe. Pour résumer un peu avant de te laisser parler, un excellent début de saison avec 3 victoires en août. Et là, le mois de septembre, ça cale fortement avec un nul et 3 défaites. Ton avis, du coup, sur ce début de saison? C'est un début de saison qui est vraiment. Alors, je parle peut-être effectivement avec l'amertume du mois de septembre, mais que je trouve assez décevant parce que ok, il y a eu ces 3 premiers matchs qui ont été vraiment relativement intéressants, où on a vraiment revu l'équipe de l'année dernière qui était efficace devant, qui, quand elle a été mise en difficulté, était capable de réagir, au mois d'août, en tout cas, du moins. Et on sait qu'on a quand même battu effectivement le Betis, qui est quand même un des rivaux pour le classement, et puis qui est une équipe qui est relativement difficile à vaincre. Euh, donc ça, c'était vraiment le mois d'août était très bon. Et puis le mois de septembre, on a vu une équipe qui avait malheureusement plus grand chose à voir avec ce qu'on avait vu au mois d'août. Et c'est compliqué d'ailleurs de se rendre compte à quel point, enfin d'expliquer en tout cas à quel point l'équipe a pu passer vraiment d'un visage plutôt convaincant à vraiment ce qu'on voit au mois de septembre, parce que moi, enfin, on peut se le dire, les matchs du mois de septembre ont été des purges, hein. Clairement, c'est le terme qui va, parce que il y a eu, quand même, il faut se rendre compte, un seul but de marqué sur l'ensemble de ces matchs que tu as cités, c'était face à Girone. Girone qui est quand même dernier de Liga, qui est une équipe, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais qui est une équipe vraiment assez mauvaise cette saison. Et effectivement, c'est le seul match nul, d'ailleurs le seul point qu'on a pris au mois de septembre. Mm. Et encore, c'était un match relativement poussif. Sinon, on a vu voilà, une équipe que ce soit contre Villarreal ce week-end, contre Valence
il y a 10 jours contre Alaves, même il y a 2 semaines, une équipe qui devant, je le disais, ne crée pas de danger et ça, c'est vrai que c'est relativement inquiétant parce qu'on a quand même un calendrier qui est assez peu clément et puis derrière, une équipe qui, bon, certes, concède pas forcément tant d'occasions que ça, mais le gros souci, c'est qu'on sent que les adversaires ont pas besoin de 15 occasions pour marquer et ça, c'est-à-dire que l'équipe concède peu d'occasions parce qu'il voilà, il y a une rigueur défensive quand même qui tient. Mais à partir du moment voilà, où le dernier rideau un peu est franchi, là, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on l'a vu contre Arsenal en Ligue des Champions il y a 2 semaines. L'équipe a vraiment montré un bon visage sur une bonne demi-heure. C'était quelque chose d'assez convaincant. Voilà, c'est le premier match à domicile, Ligue des Champions depuis très longtemps. Et ouais, la première demi-heure est bonne. Après, ça se calme un petit peu. Et puis après, au bout d'une heure, voilà, l'équipe commence à lâcher physiquement. Et face à une équipe comme Arsenal, qui certes faisait peut-être pas un grand match pour autant, mais c'est une équipe qui, voilà, techniquement est quand même une équipe impressionnante et ça pardonne pas. Donc voilà, défaite de 0. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure du staff technique et du staff médical en particulier. C'est vrai qu'on sent que cette saison, l'équipe, au-delà et particulièrement sur le dernier match, au-delà de 60-65 minutes de jeu, on a l'impression qu'elle est complètement lessivée et qu'elle lâche le bout complet parce que si on regarde contre Villarreal ce week-end, c'est ça. Contre Valence, il y a 10 jours, c'est pareil, on perd 2-0. Bon, effectivement, il y a un carton rouge qui conditionne le match, mais on sent que, voilà, que l'équipe lâche au bout d'une heure de jeu et c'est pas forcément de très bonnes nouvelles en tout cas. Donc je dirais que ce début ce début de saison est vraiment très, très moyen. Voilà, il y a eu du bon au début, mais franchement, si on considère ce qui s'est passé au mois de septembre, c'est une équipe qui répond pas trop et qui vraiment est en manque d'inspiration. Et ça, c'est quelque chose d'assez criant. Alors après, il y a effectivement les paramètres à tenir en compte, à prendre en compte, c'est que Nico Williams effectivement est blessé et ça, c'est un joueur qui pèse beaucoup, même si c'est vrai que dans l'idée, l'équipe ne devrait pas dépendre d'un seul joueur. Il y a malheureusement certains joueurs qui sont vraiment dans un rendement assez discutable. Les latéraux, c'est vrai que c'est assez compliqué, que ce soit Jesus Areso ou bien même Yuri Berchis, c'est compliqué. Iñaki Williams, dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que cette saison ne semble pas vraiment dedans du tout. Il y a aussi beaucoup de blessures, je l'ai dit, donc, et beaucoup de joueurs qui ne sont pas du tout physiquement prêts, on le sent, depuis que les matchs s'enchaînent un peu. Et puis, quand même, un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que Ernesto Valverde a été suspendu fin août contre le Betis. Il a pris, je crois, 4 ou 5 matchs, j'ai un doute. Et il se trouve que voilà, sur le mois de septembre, il a été sur le banc sur aucun de ces matchs-là. Et je pense que voilà, même si son adjoint fait un bon boulot, je pense que c'est aussi un paramètre qui peut être pris en compte pour expliquer un peu cette méforme du mois d'août, du mois de septembre, qui est vraiment préoccupante parce que voilà, on a un calendrier important qui arrive. Et ça, c'est vrai qu'en Liga, ça a vraiment fait défaut parce qu'on avait vraiment ces 9 points en 3 journées, ce qui était parfait. Et là, ouais, depuis 4 journées, c'est un seul petit point. Et donc, bon, il n'y a pas d'alerte du tout. L'équipe est dans le milieu de tableau, première partie de tableau, je crois, 9e place, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, ce qui est pas mauvais en soi, mais bon, voilà, devant les équipes avancent et il y a la zone rouge derrière. La zone rouge, c'est pas quelque chose qui inquiète évidemment pour l'instant, mais c'est le fait de se dire que ne pas réussir à suivre justement le wagon de devant, alors que on était pourtant voilà, à 9 sur 9 après 3 journées, ce qui est quand même relativement bon, avec un calendrier en plus qui n'avait pas été facile. Donc voilà, c'est un peu la déception. Et puis du coup, effectivement, le seul match de Coupe d'Europe contre Arsenal, je l'ai dit qu'il y a eu des bonnes choses, mais ça a été trop peu. Et puis donc là, pour les adversaires un peu qui arrivent en Coupe d'Europe, bon, il y a le déplacement à Dortmund que je redoute beaucoup à titre personnel, mais je crois qu'au niveau des supporters, on est beaucoup à le redouter. Et puis après, il y aura des matchs pas simples. Je ne sais pas forcément tous dans l'ordre, mais je sais qu'il y aura la réception de Karabag, qui est peut-être Ouais, être sur le papier un des matchs les plus accessibles. Il y a des déplacements, il me semble, en Angleterre, du côté de Newcastle aussi. c'est ça. J'ai la liste Euh, hein, si tu veux pour t'aider. je veux bien, parce que je ne les ai pas Ouais, tous en tête. c'est ça. Donc, c'est Karabag, Newcastle, Slavia Prague, Paris, Atalanta et vous finirez avec le Sporting. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à domicile et à l'extérieur, mais c'est en tout cas, c'est tous vos adversaires. C'est ça, donc c'est quand même un calendrier qui
qui est assez compliqué. Je pense que effectivement la réception de Karabag, et il me semble que il y a le déplacement à Prague qu'on avait déjà affronté en Europa League la saison dernière. Sur le papier, c'est les matchs qui peuvent paraître peut-être les plus abordables, mais encore une fois, ça sera aussi à voir. Mais c'est vrai que voilà, quand on voit on a affronté déjà Arsenal, qu'on va affronter Dortmund ce mercredi, qu'il y a le PSG qui va arriver comme dans quelques semaines aussi, même une équipe comme le Sporting. Voilà, c'est des équipes contre lesquelles il n'y a pas forcément le droit à l'erreur et contre lesquelles il faut vraiment pas fauter. Donc il y a intérêt rapidement à se reprendre, et je pense que la trêve tombe au bon moment, parce que là, il va être temps que l'équipe vraiment se remette dedans, parce que ces dernières semaines ont été compliquées, et je n'ai pas forcément beaucoup d'espoir pour le match de mercredi. On va en On discuter, va en parler juste après, ouais, justement, mais voilà. ça sera le prochain sujet. Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été annoncés par la direction au niveau déjà en Liga et aussi en Europe alors, déjà peut-être en Liga dans un premier temps, est-ce que on dit on rejoue une compétition européenne ou on Bah, essaye l'objectif, ouais, c'est quand même effectivement de rejouer à minima une compétition européenne. Et bon, l'objectif à terme, c'est quand même de pérenniser les qualifications régulières en Champions League, parce que c'est ce à quoi le club aspire, et c'est ce qu'il peut viser. Donc voilà, après, on sait que la concurrence sera rude, on sait qu'effectivement, on joue sur deux tableaux. Euh, donc voilà, le grand minimum, ce serait vraiment une qualification en Europa League, mais c'est vrai que à partir du moment où l'équipe a été capable une fois de se qualifier en Ligue des Champions, qui plus est en jouant la Coupe d'Europe à côté, c'est vrai que bon, bah voilà, l'objectif, c'est quand même être la Ligue des Champions. Et puis au niveau Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est plus compliqué à déterminer, parce qu'il n'y a pas encore ces repères en Ligue des Champions qu'on pourrait avoir comme si on la joue régulièrement. Mais il y a quand même voilà, l'objectif de sortir déjà de la phase de poule, ce qui sur le papier est quand même a priori faisable. Et puis après, pourquoi pas essayer d'aller gratter un huitième de finale, pourquoi pas, qui serait déjà vraiment énorme, parce que voilà, compte tenu du calendrier et de la possibilité même après de jouer un 16e de finale ou un play-off, ça dépend comment on appelle ça ensuite. Voilà, ce serait déjà vraiment pas mal. Et voilà, et puis après, évidemment, il y a des objectifs nationaux avec la Coupe d'Espagne. C'est vrai que c'est toujours un peu particulier, la Coupe d'Espagne, parce que le club l'a gagnée et est en mesure de la gagner à nouveau. Mais c'est vrai que voilà, il faut tenir en compte aussi du fait qu'il y ait ce calendrier très chargé, et qui fait qu'il faudra beaucoup faire tourner. Les jeunes vont être beaucoup sollicités, ils le sont d'ailleurs déjà beaucoup avec l'ensemble des blessures qu'on a à présent. Mais voilà, concrètement, c'est un peu les objectifs qu'on peut citer pour cette saison. D'accord, ok. Bah, écoute, j'espère en tout cas que ces objectifs seront atteints de votre côté et on suivra ça un peu de près. On va arriver dans le vif du sujet. Du coup, la rencontre qui nous attend demain à 21h, donc à domicile, donc Borussia Dortmund, Athletic Bilbao. Euh, Déjà, dans un premier temps, si je te dis Borussia Dortmund, quel est le premier mot ou plusieurs, si tu veux, qui te vient en tête? Ben, moi, Dortmund, je pense plutôt comme à l'intensité. Je pense que c'est l'ensemble aussi bien. Alors, je suis pas le plus grand connaisseur du tout de Dortmund, mais je sais que moi, ce qui m'a beaucoup fait penser au mot, on va dire, un peu quand j'ai préparé ce que je comptais répondre, c'est le terme intensité, parce que c'est une équipe déjà de par son style de jeu, et même par rapport aussi à l'ambiance et au stade. Bon, ben voilà, c'est quelque chose quand même de très impressionnant, de relativement. Je vais pas dire intimidant, mais c'est vrai, quand je pense qu'on n'est pas habitué à jouer dans ce genre d'ambiance et dans ce genre de stade, c'est quand même quelque chose qui impressionne. Et j'ai hâte aussi d'ailleurs demain de voir si l'équipe, enfin comment l'équipe s'adaptera aussi à ça, parce qu'il y aura quand même une grosse pression. Mais voilà, ouais, une équipe qui est très intense, qui met beaucoup de pression. Et puis voilà, je pense que c'est une équipe, de ce que je crois comprendre aussi, qui a un jeu assez porté vers l'offensive. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai hâte aussi d'observer ce mercredi, parce que je crois en plus que vous êtes sur une bonne dynamique, il me semble aussi, j'avais cru voir ça. Donc voilà, ouais, c'est le mot vraiment intensité et pression qui me viennent un peu à l'esprit d'abord, quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'on a deux équipes un peu opposées où on a un Borussia Dortmund qui est invaincu
en C'est championnat, qui ça, est ouais. sur 4 matchs sans encaisser de but aussi. Ouais. Et si j'ai pas de bêtises non plus, qui n'a pas perdu depuis environ 6 mois sous Voilà, l'ère donc, Kovac. Donc bon, en ne comptant pas la Coupe du Monde des clubs oui, avec la défaite contre le Real Madrid, bien sûr. C'est vrai quoi, deux équipes opposées, il faut s'attendre à une très grosse ambiance, même si Franck voilà, ne va pas me démentir, mais l'ambiance de la Ligue des Champions est un peu en dessous qu'un un match de Bundesliga, parce que les fans sont plus adeptes en Allemagne, en tout cas de la Bundesliga, c'est la priorité, et ensuite la Ligue des Champions. Je sais que Vincent qui nous écoute n'aimera pas ce que je dise, que c'est un grand fan de la Ligue des Champions, c'est pour ça. Mais ouais, deux équipes qui vont s'opposer. On n'a jamais eu de match officiel entre nos non, deux clubs. effectivement. Donc, à part 2 matchs amicaux, donc en 2016 et 2021, bah, 2 victoires pour vous, en tout cas, sur le score de 1-0 et 2-0. Bon, ça reste des amicaux, donc c'est C'est difficile sûr. à juger et autres. Franck me complète, me dit on n'a pas perdu depuis le 15 mars en championnat, c'est Ouais, la dernière 6 défaite. bons mois, ouais. D'accord. Voilà, donc, donc ouais, deux équipes qui sont pas sur la même longueur d'onde. Un Borussia Dortmund qui fait du Dortmund, qui est capable du meilleur comme du pire. Donc c'est vrai que la Ligue des Champions et la petite musique fait frétiller certains de nos joueurs et les font un peu plus aller vers l'avant. Ton avis du coup sur cette confrontation, bon, je vais te la poser quand même, plus positif ou négatif, mais comment tu as une appréhension quand même? Et bah, du coup, c'est vrai que j'avais pas je savais que Dortmund était vraiment sur une très bonne dynamique et puis voilà, c'est toujours très difficile de jouer à Dortmund, mais c'est vrai qu'avec les paramètres que vous m'avez rajoutés en plus, bon bah voilà, j'ai quand même un peu d'appréhension parce que voilà, les dynamiques, tu l'as dit, sont opposées et puis l'équipe me semble quand même vraiment pas dans sa meilleure forme du tout en ce moment, pour ce qui est de l'Athletic en tout cas. Bah, je m'attends quand même à un match relativement difficile, ce qui en tout cas est assez certain à mes yeux, c'est que je pense que Dortmund va avoir vraiment le contrôle du jeu et l'initiative du jeu. L'Athletic va être beaucoup, je pense, dans une phase de justement d'attente derrière, pour après, ben, comme je le disais un peu dans le style de Ernesto Valverde, justement beaucoup exposer en contre-attaque et en transition rapide, justement en s'appuyant sur les profils. Les profils qui sont les mieux à ce sujet. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu, je crois qu'il y a la convocation qui est sortie tout à l'heure avec, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je vais vérifier parce que Nico Williams était normalement de retour dans le groupe. Je regarde si je l'ai sous les yeux vite fait, mais normalement il doit être de retour dans le groupe. Nico Williams, je crois J'avais qu'il vu dans le groupe, sera. mais que Valverde le laissait finalement au Ouais, repos c'est encore ça. c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai en train de dire. C'est ça, parce qu'en fait, il était effectivement, il est vraiment quasiment sur le retour, mais il y a, je pense, une volonté vraiment de ne pas prendre de risques du club. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est dommage parce que c'est un profil, je pense, qui contre Dortmund aurait fait beaucoup de bien. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut bon, voilà, éviter aussi la rechute du joueur. Donc voilà, c'est un élément en tout cas à prendre en compte. Et je pense que voilà, l'équipe va beaucoup attendre derrière, va beaucoup subir. Là où il faudrait être solide, bah, c'est évidemment défensivement, mais aussi mentalement, parce que je pense que bah, voilà, le fait de voir une équipe en face qui est très offensive, d'avoir quand même une très bonne ambiance, et puis ça reste quand même un déplacement en Ligue des Champions. C'est vrai, l'équipe, voilà, je le disais, n'a pas cette expérience-là non plus. Je pense que ça va être quelque chose d'assez difficile. Après, voilà, je sais que l'Athletic, c'est aussi une équipe qui parfois me surprend agréablement, dans le sens où elle est capable, un peu comme Dortmund, tu le disais tout à l'heure, du meilleur comme du pire, c'est-à-dire que capable de vraiment de galérer contre Girona ou contre Alaves, et puis en même temps, contre voilà, Dortmund, jouer un match assez impressionnant. Et même s'il n'y a pas forcément voilà, de résultats au bout, je pense que voilà, dans le jeu, on peut peut-être avoir de bonnes surprises, mais de manière générale, voilà, je m'attends quand même à un match où l'équipe attendra beaucoup de contre-attaques. Et puis après, là où il faudra justement être adroit, et ça sera aussi un vrai test, ce match, c'est justement, je pense, être capable de convertir les occasions qu'on aura, qui je pense seront malgré tout quand même pas nombreuses, sachant qu'en face, tu l'as dit aussi, effectivement, une défense solide. Donc voilà, c'est vraiment un match vraiment test, je dirais, pour nous. Et puis après, si, il y a aussi
un domaine peut-être sur lequel l'équipe peut faire la différence, c'est les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas si Dortmund est très à l'aise sur ça défensivement, mais en tout cas, l'Atlético vraiment, c'est très en dents de scie, mais il y a voilà, des phases où l'équipe est vraiment, je ne vais pas dire injouable sur coup de pied arrêté, mais où les buts vraiment sur corner et coup franc s'enchaînent, ou du moins viennent un peu à l'appel. Et puis des fois, voilà, des corners joués à deux qui ne donnent rien. Ça doit être 5 fois la même chose dans le match, l'équipe continue de le faire. Et c'est assez rageant quand on le voit depuis son poste. Mais voilà, en tout cas, donc, je pense voilà, bien s'organiser au niveau de la construction du jeu, être solide et attentif derrière, et puis profiter des contre-attaques pour espérer effectivement convertir les occasions. C'est un peu l'émission, on va dire, du match de ce mercredi, qui sera quand même, je pense, extrêmement difficile à aborder. C'est ça. Du coup, tu nous as annoncé aussi que Nico Williams, on avait la même information, sera absent. Nous, du côté de Dortmund, je ne sais pas si tu avais vu qu'il y avait Guirassy qui s'était blessé à Ouais, l'échauffement et par précaution. j'ai vu. Bon, il Ouais. était à l'entraînement, en tout cas, cet après-midi et devrait être de retour normalement dans le groupe et sûrement en tant que titulaire demain soir. Un homme en forme aussi qu'on a actuellement, c'est Karim Adeyemi qui est buteur à chaque match quasiment, qui est vraiment en train de... On l'attend depuis longtemps, mais qui est vraiment en train d'exploser. Donc c'est vrai qu'il y a une attaque rapide, on l'a vu ce week-end avec deux magnifiques contre-attaques où quand ça déclenche, c'est très rapide. Donc c'est vrai que vous, de votre côté, défensivement, il faudra vraiment être compact et sur le joueur parce que quand ça se déclenche, ça va vraiment assez vite, c'est percutant en tout cas. On va finir avec ton prono du coup sur ce match. Quel score tu vois pour cette rencontre? Bon, je suis pas très optimiste, vous l'avez un peu tous compris, je pense, mais bon, par principe, je vais quand même pas pronostiquer une défaite. Je vais quand même aller dire un match nul un partout. Voilà, je le dis, je pense que ce sera difficile, mais il y a aussi un monde où l'équipe est capable voilà, vraiment de surprendre et de se dépasser. Contre Arsenal, c'est un peu ce que justement on avait vu sur la première demi-heure avec l'équipe qui avait vraiment impressionné positivement. Donc voilà, je me dis, il y a une possibilité voilà, que l'équipe vraiment choisisse de se dépasser et pourquoi pas accrocher un match nul. Je pense que ce sera vraiment très difficile de faire mieux. Mais voilà, un match nul, et même s'il y avait une défaite, au moins voir voilà, une performance dans le jeu qui soit solide et repartir de Dortmund en se disant qu'on a fait un match voilà, sérieux et qu'en face, il y avait aussi une équipe qui était extrêmement forte parce que je pense que ça sera le cas. Mais voilà, je vais quand même essayer d'annoncer un match nul un partout. Ok. On va essayer d'y croire un petit peu quand même. Ok, bah oui, il faut toujours rester positif. On ne sait jamais, Bien sûr. c'est le football et c'est la Ligue des Champions, tout est possible. Regarde-nous contre la Juventus, on gagnait 4-2 à la 90e, on finit sur un 4-4 en 5 minutes. Donc C'est vrai. tout va très vite dans le football. Je vais te laisser faire ta petite pub du coup pour le compte X que tu as créé et que tu maintiens chaque jour. Donc, j'avais fait un petit screen. Donc, du coup, c'est Ligue Actu. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Que j'ai créé du coup il y a 6 ans et demi maintenant, c'est début 2019, donc ça fait un peu de chemin qui a été parcouru quand même. Que je gère pas tout seul, hein, bien sûr que je gère avec une petite équipe qui fait un très bon boulot également et qui m'accompagne un peu dans. Alors l'équipe a évidemment évolué un peu avec le temps, mais en tout cas, je remercie même les personnes qui, si jamais elles écoutent cette émission, qui ont servi sur Ligue Actu un peu par le passé. Mais en tout cas, voilà, un compte qui a pour mission voilà, de relayer un peu l'essentiel et en essayant d'être le plus exhaustif possible du football espagnol au niveau de l'actualité, même des résultats, parce que c'est vrai que c'est un championnat qui est passionnant, et même, voilà, pareil, de la sélection, des divisions inférieures aussi, parce qu'il y a aussi des équipes intéressantes, il y a aussi voilà, parfois des choses, des anecdotes assez marrantes à partager. La sélection aussi. Ah, on t'a reperdu, Ruben. Est-ce que tu nous entends? Bon, je pense que j'ai perdu Ruben sur la dernière ligne droite. Bon, bah écoutez, les gars, on va clôturer sur ça. Vous avez vu, voilà, si vous voulez suivre un peu son actualité et son travail qu'il effectue
actuellement sur son compte X avec Ligue Actu. Donc, tu nous entends, Ruben? Voilà, oui, j'ai vraiment une connexion Ah, pas terrible du moi, tout. je ne t'entends Euh, plus. J'entends rien du tout alors, de ta part. Bon, est-ce que bah là c'est écoutez les bon? gars, moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, je vais clôturer. Je pense on a fait le tour. Je vais remercier infiniment Ruben pour son passage, qui nous a fait une belle description de son compte et également du club de l'Athletic Bilbao, où vous savez un peu plus en détail l'adversaire qui nous attend. Et bah, écoutez, moi je vous souhaite tous une bonne soirée, un bon match du coup pour demain. On va croiser les doigts pour la victoire. Nous, bah, on se retrouve jeudi à 20h avec mon équipe de choc, Franck, Vincent et notre homme statistique, Kylian, qui seront là pour débattre sur le match qu'on aura vécu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à jeudi. Tchuss!